Bonjour. Alors du coup, on va commencer, je vais vous faire un peu participer, je vais vous faire lever des mains. Qui ici a déjà partagé une expérience personnelle, des choses personnelles dans son expérience, dans son activité professionnelle? À peu près tout le monde. Donc c'est une bonne entrée en matière. Et ici, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont regretté de l'avoir fait? Quelques-uns. Ok. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Je vous reposerai sans doute quelques questions. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette question de se dire sans se dissoudre, avec justement les trois les trois principaux modes de se dire. Donc, on va parler du témoignage, on va parler de la divulgation, ou si on peut le dire, du coming out psychiatrique, ou des dévoilements de soi comme pratique clinique. Donc pourquoi on se pose cette question aujourd'hui? Pourquoi on s'est posé cette question? C'est parce que vous l'avez remarqué depuis quelques décennies, on a ce changement un peu dans la psychiatrie, dans la santé mentale, d'un modèle qui était très biomédical. Donc le patient subit des états chimiques, etc. Et c'est le médecin qui intervient en appelant. Un modèle qui est plus celui du rétablissement psychosocial, où on va prendre la personne dans sa globalité, en tenant compte de son fonctionnement psychosocial, de son insertion dans la société, le fait d'être en couple ou pas. Et dans la configuration justement où un père aidant est recruté dans une équipe, il est recruté précisément pour ça, parce qu'elle a vécu justement de l'intérieur ce que les personnes vivent, les personnes accompagnées vivent. Et ces détails biographiques, justement, ce ne sont pas des détails, c'est un vécu, c'est la base de sa légitimité professionnelle. Et ce déplacement, il rend visible une question qui était déjà là de manière un peu souterraine dans toutes les professions du soin, mais qui du coup devient plus explicite encore aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on fait de son propre vécu dans une relation professionnelle? Est-ce qu'on le tait? Est-ce qu'on le partage? Avec qui? De quelle façon? Dans quel but? Donc c'est de ça que j'essaie de vous parler aujourd'hui. Déjà, on peut remarquer que, enfin on l'a vu là dans la salle, hein, je pense qu'on est à peu près 90% des personnes qui disent avoir déjà partagé une expérience personnelle dans un cadre professionnel. La recherche dit qu'on est entre 65 et 90%. Donc on est une audience qui est un peu représentative de dévoilement justement intentionnel à leurs patients à un moment ou à un autre. Et donc on voit que c'est pas une pratique qui est marginale ou qui est réservée à certains groupes de professionnels. Et dans le cas de la péridance, justement, c'est ce qui fonde structurellement le rôle, comme je l'ai dit. Et dans cette intervention, je vais parler de trois concepts différents qui vont être le témoignage, la divulgation et le dévoilement, comme je vous l'ai dit. Pourquoi on va parler de ça aussi? C'est parce qu'en français courant, souvent, on utilise les trois termes de manière un peu interchangeable, mais de manière finalement erronée, parce qu'on a trois actes qui sont différents, qui ont des répercussions différentes et des implications différentes. Donc pour commencer, on va faire une petite distinction déjà entre ce qui relève du savoir expérientiel et ce qui relève finalement du dévoilement de soi. On peut confondre un peu les deux, ça peut finalement ne pas être très clair. Donc on va traverser un peu ça aussi aujourd'hui de manière assez succincte, voilà, pour introduire. Qu'est-ce que c'est le savoir expérientiel? C'est le fait d'avoir traversé de l'intérieur une maladie, un parcours de soins, une hospitalisation, une période de crise, et d'en produire une connaissance. D'en produire une connaissance, comme on le dit, savoir expérientiel, voilà, savoir, connaissance. Donc on ne transmet pas uniquement une émotion, on ne transmet pas uniquement de l'empathie, en tout cas on ne suscite pas uniquement de l'empathie, ou on n'en demande pas forcément. C'est une connaissance qui est réductible à ce qu'on peut apprendre dans la pratique clinique ou dans les études de professionnels de santé. Et c'est la reconnaissance même du fondement de la péridance. Et ce savoir expérientiel, on peut dire qu'il répond à une certaine question qui est d'où vient la légitimité du père aidant. Donc on est sur une posture qui est plus épistémologique, une source de connaissance. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le dévoilement de soi, qui est un concept qui est issu finalement de la tradition psychothérapeutique, qui désigne le choix dans une interaction de partager quelque chose de personnel. C'est une technique clinique, une pratique clinique parmi d'autres qui s'exerce, on va le rappeler, dans un moment précis, avec une intention précise et en direction d'une personne précise. Donc là, on va plutôt répondre à la question de comment le savoir est mobilisé ponctuellement dans une interaction. Donc c'est un outil, c'est un geste clinique. Et donc confondre ces deux choses peut mener à des incompréhensions, justement, quand des équipes dialoguent entre elles, quand des différentes disciplines dialoguent entre elles, ça peut être difficile d'avoir ça. Donc ce que je vais tenter de faire, je vous l'ai dit, on va parcourir trois registres, témoignage, divulgation et dévoilement de soi, avec une question centrale, c'est comment dire à qui, dans quel cadre, pourquoi, et comment rester sujet de ce qu'on dit. Donc on va commencer par ce qui est
finalement le plus fréquent. Aujourd'hui, on le voit à peu près partout, depuis qu'on parle beaucoup de santé mentale, depuis 4-5 ans, c'est le témoignage. On va essayer de transmettre son vécu. Donc on va voir ça tout de suite justement, et avant de dire ce que c'est, on va déjà dire ce que ça n'est pas. Et le témoignage, pour le coup, on a l'impression parfois, on le voit souvent, que c'est un déversement émotionnel. C'est pas un déversement émotionnel, c'est ce qu'on en fait parfois dans certaines pratiques médiatiques. C'est pas non plus un dévoilement de soi au sens clinique. C'est pas du vécu brut. Et c'est ça qui est quelque chose d'important à noter aussi, c'est que ce vécu, il doit être intériorisé, il doit être finalement intellectualisé. Il y a un recul qui est nécessaire. On n'est pas censé témoigner depuis le fin fond d'une crise. Ça peut être extrêmement délétère pour la personne qui reçoit le témoignage comme pour la personne qui le donne. C'est souvent la caractéristique la plus méconnue, mais qui est vraiment la plus importante. On a ce travail d'élaboration psychique qui est nécessaire, cette mise à distance de l'expérience vécue et sa transformation en quelque chose qui est partageable. Donc on a déjà ce travail psychique qui est même dans le témoignage de manière très globale, et ce témoignage, il prend du temps. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, ça peut finalement ne jamais aboutir parce qu'on n'arrive pas à structurer son récit, parce qu'on ne voit pas l'intérêt de le faire. C'est quelque chose qui ne peut pas être convoqué à la demande. On ne convoque pas un témoignage, on ne fait pas un appel à témoignage. On le voit partout, mais c'est vraiment une des plus mauvaises pratiques qui se posent, c'est on ne demande pas à quelqu'un de témoigner, on attend que la personne soit prête et soit dans une démarche elle-même de témoigner. Pourtant, il y a des institutions qui le font et c'est assez regrettable. Donc ce vécu, on le transforme, il devient un récit. Il a un début, il a une progression, il a une signification. La personne, il donne un sens. Donc on n'est pas dans une accumulation de fragments, d'événements un peu disparates. C'est une construction avec des choix concrets sur ce qu'on dit, sur ce qu'on met en avant ou sur ce qu'on tait, ce qu'on laisse dans l'ombre. Parce que là aussi, le témoignage, on va dire ce qu'on a envie de dire. Alors, on va pas forcément raconter tous les sujets. Dans les mots bleus, par exemple, on a des témoignages, les personnes parlent très rarement de sexualité, par exemple. Pourtant, c'est un déterminant majeur dans la qualité de vie des personnes avec un trouble psychique. Très peu de personnes en parlent. Elles préfèrent le laisser dans l'ombre, alors que c'est quelque chose qui est très important. Donc on va transformer finalement le singulier, l'expérience singulière, en quelque chose qui est partageable, et donc c'est en ça aussi que le témoignage, c'est un vecteur de savoir, et pas seulement un vecteur d'émotion, comme on pourrait le croire. Il y a aussi une finalité qui est différente, c'est qu'il y a une finalité qui est collective. On produit un témoignage pour quelqu'un, pour quelque chose. Il ne peut pas exister dans le vide. Quand on témoigne, il faut qu'il y ait un réceptacle, un narrateur. Il est adressé avec finalement une intention, ou plusieurs. Ça va être d'instruire, déstigmatiser, ouvrir une voie vers des prises en charge, nourrir des décisions politiques, on le voit de plus en plus, ou servir de modèle pour d'autres personnes. Et cette finalité collective, c'est aussi ce qui va distinguer le témoignage d'une confidence ou d'un dévoilement. Dans une confidence, on parle à quelqu'un, à une personne. Dans un témoignage, on va parler à travers quelqu'un vers quelque chose de plus large que la relation qui est immédiate. Une autre caractéristique, ça va être le savoir expérientiel qui est transmissible. Ça va être la dimension la plus profonde du témoignage et souvent celle qui est réduite à une dimension émotionnelle. On va le redire, je vais le dire beaucoup, ce témoignage, il porte un savoir, c'est vraiment quelque chose qui est important, et celui-ci, il se traduit concrètement par des conséquences qui vont être une empathie de la part de la personne en face qui va être souvent accrue, une meilleure connaissance des processus de la maladie, de comment elle se vit au quotidien, et surtout un sentiment accru d'espoir pour le rétablissement, quelque chose qui est vraiment très important. Le témoignage, c'est pas qu'une description, c'est aussi un porteur d'espoir. Ça permet beaucoup d'être une preuve vivante de ce qui est possible, et dans les temps qui sont les nôtres, on a plutôt tendance à mettre l'accent sur le négatif. Donc porter l'espoir de rétablissement qui est possible. Alors certes, il faut toujours nuancer, il y a des personnes qui n'y accéderont jamais, mais la grande majorité des personnes qui ont un trouble psychique pourront y accéder quand elles rencontrent les bonnes personnes, les bons professionnels dans un contexte favorable, et que d'autres personnes finalement ont vécu cette expérience et ont réussi à s'en sortir. Pour les conditions éthiques, je vais passer rapidement dessus parce qu'il y a une étude que je pourrais vous partager, des bonnes pratiques qu'on a élaborées avec le programme Papageno, qui est le programme de prévention de la contagion suicidaire, et Margot Morgiev, qui est chercheuse au CNRS en sociologie, sur comment recueillir et comment diffuser le témoignage de manière éthique sans que ça ne nuise ni à la personne qui témoigne, ni à la personne qui écoute, ni à la personne qui recueille. Donc ça, je transmettrai le lien aussi dans le document que j'enverrai à Sarah. Sinon, je pourrais tenir 3 heures dessus. Donc du coup, le témoignage, on l'a vu, c'est un acte public qui est élaboré, qui est adressé à un collectif, mais témoigner devant 200 personnes. Avant ça, il y a une question qui est plus quotidienne, qui est plus silencieuse, parfois douloureuse. C'est celle d'assumer dans un environnement restreint
souvent professionnel quand on a un trouble psychiatrique. Je vous rappelez peut-être Nicolas Demorand, je suis un malade mental. Il disait ça l'année dernière. Et donc, celle d'assumer finalement dans son environnement professionnel immédiat cette décision-là, c'est ce qu'on appelle la divulgation. La divulgation, le coming out, comme on peut le dire, c'est un terme qui a pu être proposé par certains, qui est aussi utilisé, on disait, Demorand a fait son coming out psychiatrique. On en parle pour d'autres aussi. Donc finalement, qu'est-ce qui le distingue d'une... Bon, je vous le mettrai après, comme ça je vous tease ce qu'il va y avoir dessus. Donc la divulgation, c'est pas un témoignage, hein, elle n'est pas non plus un dévoilement au sens clinique. C'est une décision qui peut être difficile, qui peut être irréversible de manière assez fréquente finalement, d'annoncer à un environnement restreint qu'on a un trouble psychiatrique. Donc elle engage un rapport au secret, à la honte, à la reconnaissance, au positionnement professionnel, et elle a des effets dans le temps qu'on a tendance à négliger. On se dit je vais le faire maintenant, mais le problème c'est qu'une fois que c'est dit, c'est dit. Et une fois que c'est dit, on ne sait pas trop ce qui va en advenir, parce qu'on a beau le témoigner dans un milieu restreint, le bouche à oreille fait que ce milieu restreint peut se transformer en milieu moins restreint pour le coup. Et elle concerne finalement tout le monde dans cette salle, que ce soit les pères aidants, bien sûr, dont la divulgation est structurellement requise voilà, pour leur rôle, mais aussi les autres soignants, les autres formateurs, et finalement n'importe qui, puisqu'on peut faire une sorte de coming out sur pas mal de choses aujourd'hui. Le coming out d'avoir un cancer, par exemple, ce qui peut poser problème à certaines personnes, de je n'ai pas envie d'être en relation avec une personne qui a un cancer, par exemple. Donc, voilà, il y a des choses qui peuvent être délétères, et la question ici, dans le cas de la pérédance ou des soignants, c'est de s'interroger finalement sur l'utilisation qu'on peut en faire de manière professionnelle. Divulgation, on a trois formes. On a une forme qui est explicite, donc c'est vraiment je vais dire, je vais annoncer en réunion ou dans un couloir, parce qu'on est à la machine à café, je vais dire clairement mon diagnostic, l'histoire et le parcours. Voilà, on est à la machine à café, je vais dire il y a quelque chose que je veux vous dire depuis longtemps, vous avez peut-être remarqué que parfois je suis en arrêt maladie, etc. J'ai un trouble bipolaire. Et il y a des phases où je suis pas bien. Je reprends Demorand parce que ça fait 7 mois qu'il est en arrêt maladie, et c'est l'exemple un peu le plus récent, c'est voilà, il a expliqué pourquoi, avec la réception que ça a pu avoir par certains. Il y a l'autre qui va être plus implicite, c'est qu'on va laisser deviner, on va pas démentir, et on va permettre finalement la supposition sans vraiment la confirmer, mais en tout cas implicitement, c'est là. De l'autre côté, quelque chose qui est plus sélectif, on va choisir certains de nos collègues à qui on va le dire dans certains contextes, parce que ça peut être vu de manière assez négative. Quand on prend la santé mentale des soignants, on a un projet de recherche aussi sur le retour au travail des soignants après un arrêt maladie pour un trouble psychique. Là, la question c'est est-ce que je divulgue ou pas à mon équipe que j'ai été arrêté pour un trouble psy. Pour l'instant, ce qui ressort de ça, c'est quand vous êtes professeur de psychiatrie, n'en parlez pas. Donc c'est ce qui ressort un peu aujourd'hui, c'est ce dilemme entre finalement l'autostigmatisation, la stigmatisation qu'on peut finalement avoir de l'autre côté. On a un exemple qui est assez typique parce qu'on a parlé publiquement, c'est le professeur Anne-Réva Lévy, qui est professeur de pédopsychiatrie à Argenteuil, qui a fait un épisode de mélancolie délirante pendant le Covid, et quand elle est retournée au travail, elle en a parlé. Elle a été démise de sa chefferie de service et elle n'avait plus le droit de voir de patients. Alors autant vous dire que cette stigmatisation, elle peut être assez importante, y compris chez les professionnels de santé. Mais ces trois formes-là, finalement, elles coexistent parce qu'on peut faire une divulgation qui est explicite dans certains contextes et rester implicite dans d'autres. Et c'est la gestion de cette sélectivité-là, elle constitue elle-même finalement un travail psychique et social qui est considérable. Donc je vais passer rapidement sur cette analogie qui n'est pas parfaite, parce qu'aucune ne l'est, sur cette analogie du coming out, parce que dans les deux cas, on trouve un calcul coût-bénéfice devant finalement une identité qui va être stigmatisés. On le sait aujourd'hui, les troubles psychiques sont quand même pas mal stigmatisés, c'est une réalité, voilà, on essaie de lutter contre, mais ça reste difficile, et si on y arrivait, le racisme n'existerait plus. Donc on tâtonne un peu pour voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Et dans ce calcul-là, la personne va évaluer ce qu'elle risque en le disant, et finalement ce qu'elle perdrait à le taire définitivement. Donc ce calcul-là, il va déterminer si à un moment ou à un autre, on va faire ce coming out, entre guillemets, parce que cette décision, elle n'est pas entièrement maîtrisable. Ok, on peut le dire, mais une fois que c'est dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne contrôle pas la circulation de l'information, et cette divulgation sélective, elle peut finalement se retrouver en divulgation générale sans qu'on l'ait voulu.
Et ouais, je pense que je ne vais pas m'étaler plus là-dessus, mais finalement, ce coup du secret, voilà, je l'ai dit, on peut décider de le faire, on peut décider de ne pas le faire, mais le problème, c'est que quand on ne le fait pas, donc ce secret, il a un coût, le fait de ne pas divulguer de manière choisie n'a pas les mêmes effets que le fait de ne pas divulguer parce qu'on a honte, parce qu'on s'auto-stigmatise. Et chez beaucoup de soignants, on retrouve finalement ce deuxième cas de figure sur le fait de ne pas divulguer une pathologie parce qu'il y a essentiellement une honte et une peur du stigmate. Et ça, c'est retrouvé pas mal. Je crois que c'est 96% des soignants qui ont peur finalement de divulguer leur pathologie parce qu'elles ont peur du jugement des autres, y compris de leurs collègues. Donc cette non-divulgation, comme on le dit, elle peut, finalement, elle représente une pression sociale intériorisée. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment l'autostigmatisation, c'est qu'on anticipe que l'autre va nous stigmatiser, on regarde un peu comment les autres sont stigmatisés et on va se l'approprier en disant si 99% de la population pense que je suis fou, qui suis-je moi individuellement pour dire que je ne le suis pas? Voilà, c'est un peu un exemple caricatural en grossissant le trait. Et ce secret, en fait, il est connu comme étant un stresseur chronique. Le fait de devoir se cacher, ça nécessite des efforts de surveillance, d'ajustement du discours, et aussi de vigilance par rapport à ce qu'on va dire comme ça au détour d'une phrase qui pourrait trahir finalement, entre guillemets, l'identité cachée. D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'il y a des interventions qui sont ciblées contre l'autostigmatisation, qui permettent aux personnes d'avoir plus de propension à se divulguer. Donc on voit que c'est vraiment un déterminant majeur de ce secret. Il y a une autre caractéristique qui est intéressante, c'est celle de l'impact sur la crédibilité perçue. Et ça, c'est une tension qui est vraiment propre aussi à la paire aidance, c'est que la divulgation en paire aidance, elle crée une tension, justement, qui mérite d'être nommée. Et d'un côté, on a cette divulgation qui est le fondement légitime le fondement de sa légitimité professionnelle. Finalement, sans cette divulgation, ou si on n'arrive pas à l'inférer, elle perd finalement sa légitimité professionnelle, elle perd sa raison d'être. Les patients, finalement, qui reçoivent des divulgations du vécu, perçoivent finalement les pairs aidants comme plus chaleureux, comme plus empathiques, plus crédibles et plus dignes de confiance. Et ça peut aussi confirmer finalement des choses qu'on sait déjà plus ou moins, mais que c'est toujours bien de rappeler, c'est que les experts aussi ont des problèmes. Et on voit aussi que quand on reçoit simultanément des compétences professionnelles et finalement pas des compétences, mais en tout cas un savoir, une divulgation de la part du professionnel de santé, et les pairs aidants, voilà, je les inclus aussi dans les professionnels de santé, même si légalement c'est pas là, mais en tout cas moi je considère que les pairs aidants sont des professionnels de santé. L'intervention est assez bénéfique, sur la personne. On voit que les symptômes aussi psychiatriques ont tendance à se réduire. Et de l'autre côté, la divulgation peut aussi induire des mécanismes de dévalorisation professionnelle qui vont être implicites ou explicites. Je l'ai dit, je le redis, hein, les thérapeutes, les thérapeutes ont surtout peur de se dévoiler parce qu'ils ont peur qu'aussi que cela diminue leur perception d'expertise par le patient. Mais ça, c'est à nuancer quand même fortement parce que les 10 patients, justement, quand un professionnel leur divulgue finalement une pathologie, finalement ça compromet pas vraiment la confiance qu'il peut y avoir en l'expertise si cette divulgation est calibrée et pertinente. Voilà, il faut pas que ça sorte comme ça à brûle-pourpoint sans aucune raison. Il faut que ce soit pertinent, dans le bon timing, à la bonne personne, et qu'on le formule de manière précise. Et pour les pairs aidants, je pense que cette tension, elle se formule différemment, c'est qu'ils sont attendus pour leur vécu, mais ils peuvent aussi être pénalisés s'ils le montrent entre guillemets trop ou de la mauvaise façon. C'est des choses qui se constatent aussi dans certaines équipes, c'est que c'est amoureux quand on embauche cosmétiquement un père aidant, c'est qu'on n'a pas le choix, donc on te prend pour ton expérience, mais si jamais ton expérience devient trop difficile pour nous, on va faire en sorte de trouver quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment la double contrainte qui est inhérente à ce rôle, donc convoqué pour identité et parfois dévalorisé pour cette même identité. Je vous invite aussi à suivre ce qui s'est passé après le film qui est sorti, qui est encore au cinéma en ce moment, qui s'appelle Plus fort que moi, sur une personne qui a un syndrome de Gilles de la Tourette, qui a été récompensé justement au BAFTA et pour d'autres prix. Les personnes dans la salle trouvaient ça génial. Voilà, c'est génial, il parle de son histoire, on voit sa maladie, on comprend mieux.
Et cette personne, justement, parce que c'est sur une histoire réelle, donc la personne réelle qui était le protagoniste du film, avait des tics dans la salle. Forcément, c'est sa maladie, on vient de le voir pendant 2 heures sur l'écran. Et ça a été très, très mal vu par les personnes qui avaient applaudi le film. Les personnes ont souhaité que cette personne sorte de la salle. Donc vous voyez aussi que voilà, on aime bien cette personne parce qu'elle montre sa maladie, mais en même temps, quand la maladie est dans la réalité, on n'en veut plus. Donc voilà, ça peut être un analogue qui peut être fait comme ça. Et les BAFTA, d'ailleurs, se sont excusés pour le comportement de la personne et on dit qu'elle avait eu beaucoup d'humanité de partir, en gros. Donc voilà, toujours la dichotomie entre ce qu'on pense et, en tout cas, ce qu'on dit penser et ce qu'on fait. Et il y a 2 mises en garde qu'on peut faire, c'est, contrairement à ce qu'on peut penser souvent, c'est que c'est pas une obligation de transparence permanente. On n'est pas obligé de dire, comme on peut l'entendre aujourd'hui, parlez-en, dites autour de vous que vous avez un trouble psychique. Non, on l'a vu, il y a des bénéfices, il y a des risques. Il n'y a pas une obligation de transparence permanente. On n'oblige personne à dire à tout le monde, en toutes circonstances, qu'il ou elle a un trouble psychique. Et cette divulgation sélective, c'est aussi une compétence. Il ne faut pas considérer ça comme une demi-mesure ou une lâcheté, de dire je le dis à certaines personnes, mais j'arrive pas à le dire à d'autres, peut-être que c'est pas normal. C'est une compétence aussi de savoir à qui on va le dire et à qui on va pas le dire. Et il y a une autre forme d'intelligence professionnelle, comme ça, une autre sorte de compétence, c'est de savoir quand, à qui et sous quelle forme on va divulguer, parce que ça aussi, ça a beaucoup d'importance. Et voilà, je le redis, c'est pas irréversible comme acte. Et il faut être conscient que dans les milieux professionnels restreints, ça peut assez vite circuler. J'aime bien remettre le point là-dessus parce que c'est parfois des choses qu'on a tendance à oublier, alors qu'on y participe souvent aussi dans le bouche à oreille. On a tendance à dire tu racontes surtout pas ça à quelqu'un, et finalement on se retrouve à tous le dire à tout le monde. Donc ouais, c'est des choses qui sont assez classiques. Donc voilà, le témoignage il s'adresse à un collectif. La divulgation elle engage finalement une identité dans un environnement qui est plus restreint. Et il y a un 3e registre qui va être qui est le thème finalement de cette journée, qui va être le dévoilement de soi. Donc là on est plus dans un geste qui est ponctuel, intentionnel, calibré, qu'on fait ou pas dans le feu un peu de l'accompagnement. Ce dévoilement de soi, il vient d'où? Il vient, comme l'a dit tout à l'heure, de la tradition psychothérapeutique. Il a une histoire précise et cette histoire dit beaucoup de choses sur ce qu'il est. On va convoquer une figure controversée, mais finalement, au début de la psychanalyse, Freud considérait que le patient que le thérapeute devait être un miroir du patient, aucune révélation professionnelle, une neutralité absolue, et finalement un écran blanc sur lequel les patients projettent leur vécu. Donc c'était déjà les prémices de ça, mais sans le dire, c'est presque devenu une éthique, un dogme finalement dans ces... Est-ce que je mets ça? Non, je le mettrai tout à l'heure. Dogme dans la pratique. Et donc là, on est dans les années 1905-1910. Et il y a un tournant qui s'est passé dans les années 50-60. On a commencé à voir ça comme un processus qui est positif. On observe dans la pratique que quand un professionnel se dévoile face à un patient, les patients en retour se dévoilent plus, s'ouvrent davantage. Et c'est dans les années 50-60 que Jourard en a fait un concept central, voilà, qui donne finalement une psychothérapie qui est plus authentique, plus égalitaire et moins hiérarchique. Et à peu près à la même époque, on a Rogers, que vous connaissez peut-être aussi, qui défendait justement ce principe de la congruence du thérapeute comme une condition nécessaire finalement du changement, avec la transparence qui n'est pas un risque, mais qui est finalement une ressource. Donc on est finalement aujourd'hui dans une reconnaissance de ce qu'est le dévoilement de soi, qui est une technique clinique à part entière. Donc elle n'est pas magique, elle n'est pas anodine, mais elle peut être puissante justement si elle est utilisée avec précaution et discernement. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas dévoiler. On peut se dire, je ne vais pas dévoiler des choses à mon patient ou à la personne que j'accompagne. Il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas dévoiler. Son genre, son âge, la manière dont on a de se vêtir, la posture qu'on adopte, la décoration de son cabinet, la présence d'une alliance, par exemple. Il y a des choses qui sont impossibles à dissimuler. Donc forcément, il y a des choses qui se partagent de manière non intentionnelle. Et ne serait-ce que gérer la manière dont on gère un silence est déjà hyper représentatif. Tout ça, c'est déjà une forme de dévoilement. C'est une forme de dévoilement involontaire qui va précéder tous les dévoilements finalement volontaires et intentionnels qui vont venir selon le contexte. Et la conséquence pratique, elle est importante parce que la question, c'est finalement pas de savoir si on se dévoile, mais comment
avec quelle conscience et aussi dans quel but. Et ça, cette question du but est toujours hyper importante parce que finalement, refuser de répondre à une question personnelle, c'est déjà une réponse. Et elle communique déjà aussi quelque chose. Cette question du silence, voilà, elle est vraiment très importante. Le fait d'esquiver, de rediriger, de rester silencieux, c'est des dévoilements d'un certain type avec leurs propres effets. Justement, pourquoi on le fait? Pourquoi est-ce qu'on ne se dévoile pas? Il y a un but derrière, qui soit implicite ou explicite. Et là, on peut distinguer deux types de dévoilements. Il y a les dévoilements qui vont être objectifs, factuels. On va partager une information factuelle sur son passé, son expérience, un élément sur son parcours. Moi aussi, j'ai été hospitalisé, j'ai traversé une dépression sévère il y a quelques années. On va être factuel, on va dire des choses qui se sont passées. Là, finalement, ce que ça veut dire, c'est je comprends ce que tu as vécu parce que je l'ai vécu aussi. Donc, on l'a vu, ça peut avoir des effets bénéfiques sur le patient en l'aidant à s'ouvrir plus. Dévoilement subjectif, on va être plus dans l'ordre de ce que la personne ressent à ce moment même. Ce que tu viens de dire me touche, ce que je remarque que j'ai envie de te protéger et je me demande si ça te parle. Alors, c'est des choses qui peuvent être pas du tout sensées comme c'est dit, mais en tout cas, c'est voilà, on partageait sur le moment ce qu'on ressent dans le cadre de cette relation dyadique. Et ce type de dévoilement, il est un peu plus risqué, plus intense, mais c'est souvent aussi celui qui est le plus puissant. On se rend compte dans les évaluations qu'il corrèle davantage avec la perception positive de l'alliance thérapeutique que par rapport aux dévoilements qui sont factuels. Donc voilà, à jauger selon comment on le sent. Ça dépend vraiment aussi de la relation. Mais en tout cas, pour la pérénance, on se rend compte qu'il y a un équilibre justement qui va être à trouver et qui peut être différent de l'équilibre qui va être trouvé avec des professionnels dans un cadre psychothérapeutique, donc un psychiatre, un psychologue ou un autre professionnel qui intervient justement dans ces cadres-là. Parce que le dévoilement factuel, il est structurellement attendu. On l'a dit tout à l'heure, mais là je remets le mot dessus de factuel, parce que c'est le point de départ de la relation. Et le problème, c'est que sans le dévoilement subjectif, la relation de père-aidance, elle risque de rester figée dans une sorte de mise en scène du vécu et d'être figée aussi dans une absence de présence entre ce qui se passe maintenant, là, entre les deux personnes, qui est très, très important. Je laisserai mes collègues parler tout à l'heure des effets positifs, parce que sinon je vais m'étendre dessus et puis ça risque de faire redite. Mais je vais ajouter ici la question en tout cas des effets négatifs qu'il peut y avoir. Vous imaginez un U, vous l'inversez, donc un U inversé, et on se rend compte que trop peu de dévoilement, ça peut nuire à la relation. On peut percevoir une froideur, une distance, un désintérêt, une rigidité de la part du thérapeute. Mais le problème, c'est que trop de dévoilement, ça risque d'inverser les rôles. Ça risque de faire douter les patients des compétences finalement de l'intervenant et de mettre le patient dans une situation qui est assez inconfortable, d'avoir l'impression que c'est lui qui doit aider finalement le thérapeute. Donc il y a ces effets justement qui sont à prendre en compte. Donc on peut distinguer aussi là deux choses. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Il me restait 10 minutes, 15 minutes. Ça marche. Comme ça, on prendra. Je vais aller vite. Comme ça, on prendra quelques questions si on a le temps. Donc là aussi, on peut distinguer le dévoilement comme intervention et le dévoilement comme spontané. Finalement, l'intervention, elle a un but clair. Elle est utilisée avec parcimonie et elle déplace finalement le processus thérapeutique sans provoquer une inversion des rôles. Finalement, le dévoilement spontané peut être un peu plus problématique parce qu'il n'est pas intellectualisé à la base et peut avoir des conséquences différentes. Sur la question de l'intention, donc il y a cette règle de base, c'est avant de se dévoiler, le thérapeute, il doit déterminer que le faire est dans le meilleur intérêt du patient et pas dans son intérêt propre. Et cette question, elle se pose sous la forme, est-ce que je partage ça parce que je vais l'aider ou est-ce que je partage ça parce que j'ai besoin d'être reconnu, validé dans ma propre expérience? Cette frontière, elle est souvent floue. Et la question du timing aussi, c'est un dévoilement qui est trop précoce dans la relation, risque d'être perçu comme intrusif ou inapproprié, et un dévoilement dans un niveau d'intimité qui est inadapté par rapport à la relation qu'on a avec la personne peut fragiliser ou désorganiser finalement la relation. La mesure aussi est importante, le fait que ce soit bref et qu'on arrive à recentrer finalement sur la personne qu'on accompagne, c'est un dévoilement, ça va être une phrase, deux phrases et immédiatement revenir à l'autre. Et le signe que le dévoilement à déraper, à riper, ça va être que la personne accompagnée se retrouve en position d'écouter et de réagir au vécu de la personne qui l'aide plutôt que l'inverse.
Dernier point, la supervision. Voilà. Traiter ce que le déclenchement provoque en soi, parce que ça peut être quelque chose qui fait écho à beaucoup de choses, à la fois chez une personne comme dans l'autre. Il y a une condition de sécurité, ça va être d'être supervisé. Parce qu'on peut révéler des besoins qui ne sont pas satisfaits chez l'aidant, on l'a dit, voilà, par exemple d'être validé dans son expérience. Besoin de reconnaissance, d'identification, pour reprendre un terme de Freud, alors sachez que je ne suis pas psychanalyste, mais pour le coup de contre-transfert non élaboré. Mais pour le coup, voilà, donc on peut conseiller d'engager cette discussion de supervision entre le dévoilement de soi et dans cette supervision clinique, pas comme un aveu d'échec. Être supervisé, c'est pas un échec, justement, c'est produire un matériau de réflexion sur ce qu'on porte dans la relation. Mais pour ça, il faut aussi articuler le tout. Il faut montrer qu'il y a un continuum commun, que la question transversale est la même, c'est comment rester sujet de ce que je dis. Et je vais faire une petite synthèse pour que vous puissiez poser des questions ensuite. Donc là, le continuum qu'on peut dessiner, c'est qu'on parle du vécu brut, on a le dévoilement. Je ne sais pas si... Ouais, c'est ça. Donc on a le vécu brut, on va vers le dévoilement, la divulgation, le témoignage, le savoir partagé, dans une forme voilà, qui va être de plus en plus large. Et là, on va dire, le matériau de transformation, ça va être le vécu, qui va être commun, mais avec des logiques, des temporalités, des destinataires qui vont être différents. Et ce qui circule là-dedans, c'est le savoir expérientiel, ça va être le brut dans le vécu, ça va être la mise en forme finalement dans le dévoilement, le fait de l'assumer dans la divulgation, d'être transmis dans le témoignage. Mais voilà, on l'a dit, il y a plusieurs choses qui sont différentes. La finalité, qui peut pas être elle-même, voilà, on peut pas le faire pour le faire, la conscience de l'impact et le cadre institutionnel qui va aussi beaucoup moduler ce que la personne va pouvoir faire, comment ça va être reçu. Voilà, il y a pas mal d'équipes aussi qui intègrent des pères aidants parce qu'il faut le faire et qui n'ont pas vraiment de méthode pour le faire. Ça peut être assez problématique justement pour le père aidant ou pour les personnes ou pour les professionnels autour. Donc là, le risque, c'est de se perdre finalement dans le dire, de se retrouver dépossédé de son récit par l'institution finalement qui le sollicite. Et donc, je pense que je vais m'arrêter là-dessus pour qu'on puisse prendre quelques questions. Mais pour finir, la question c'est pas faut-il dire, c'est toujours comment dire, à qui, dans quel cadre, pourquoi et comment rester sujet de ce que l'on dit. Et du coup, j'attends vos questions avec impatience. Ah oui, je voulais juste vous dire, autopromo, donc le podcast Les mots bleus, donc témoignage de personnes qui ont trouvé le site, Tracer la voie, c'est un podcast de pédopsychiatres qui racontent leur quotidien. Il y a une réédition du bouquin, En finir avec les idées fausses sur la psychiatrie et la santé mentale, dont j'ai écrit la moitié. Il y a mon propre témoignage au milieu, et un bouquin qui est sorti en février sur la communication sur la santé mentale. Voilà. Merci Mickaël pour cette très belle présentation. Merci beaucoup.